Par rapport à ces interventions. D'abord, le besoin d'alternatives politiques. Pour moi, dans un premier temps, c'est l'idée que s'il n'y a pas de convergence de lutte, c'est aussi parce que syndicalement, l'activité se concentre sur le combat dans une entreprise, dans une branche, qu'on est focalisé sur une réforme, qu'on est focalisé sur un cahier revendicatif, qu'on est focalisé sur des choses très concrètes de l'entreprise. En fait, ce qui manque, c'est le lien idéologique entre tout ça. Chez les cheminots, on s'intéresse un peu aux réformes qu'il y a en dehors de la SNCF, parce qu'on essaye d'avoir une vision un peu plus large. Et en fait, par exemple, favoriser la convergence de lutte, c'est aussi donner des éléments concrets sur pourquoi les profs et les métallos ont une bataille commune. Alors dit comme ça, c'est pas immédiatement évident. Dans la pratique, quand on regarde la réforme du lycée, elle impose aux jeunes de ne plus construire leur savoir sur la base d'éléments généraux, mais sur la base de ce qu'ils appellent des blocs de compétences. Donc on pioche dans des éléments qu'on estime utiles pour plus tard. Enfin, utiles à qui évidemment à l'entreprise, mais enfin utiles pour plus tard. En parallèle de ça, les patrons, au niveau des conventions collectives, lancent une vraie offensive idéologique, et ça a commencé dans la métallurgie, nous on y est confronté aussi dans la convention collective du ferroviaire. Ils ne veulent plus reconnaître les métiers, ils veulent reconnaître des blocs de tâches. Ben, pour moi, quand j'entends bloc de compétences sur la formation et bloc de tâches dans les conventions collectives, il y a une vraie logique commune qui est intégrer la polyvalence des besoins d'entreprise pour, à terme, évidemment, faire baisser le coût du travail. Et ça, c'est des éléments que le syndicat peut éventuellement détecter et mettre en avant, mais c'est aussi aux partis de donner ces explications-là. Et une fois qu'on a ces explications-là, bah effectivement, peut-être qu'on se dit qu'après tout, notre lutte de métallos, notre lutte de cheminots, elle est cohérente avec la lutte des profs sur le contenu du lycée. Voilà, pour moi, c'est ça l'élément de la perspective politique aussi. Sur comment convaincre les cheminots d'y retourner, en fait, on va essayer de faire ce qu'on fait assez peu souvent, c'est-à-dire analyser ce qu'a été le rapport des forces. Parce que le rapport, je suis d'accord avec un truc avec Macron, c'est que souvent, on a des... Oui, ça n'arrive pas souvent, mais c'est comme ça. C'est que souvent, dans la CGT notamment, on a des réflexes automatiques, mais on ne sait plus... il n'y a plus de contenu à ces réflexes. Par exemple, le rapport de force, on en parle tout le temps. Mais en vrai, personne ne sait définir ce qu'est le rapport de force. Et donc là, nous devons chercher au niveau des cheminots à analyser ce qu'a été le rapport de force de la grève des 3 mois qu'on a mené pour dire aux collègues, et c'est ce qu'on va développer comme argumentaire, comment ces forces-là, elles peuvent et elles vont évoluer. Par exemple, dans leur force, il y avait la légitimité de la proximité de l'élection, etc. On voit bien que cette force-là, elle va en s'effritant. Que la popularité de ce gouvernement, elle va en s'effritant. Et que donc c'est probablement quelque chose qui va plutôt diminuer et qui est plutôt dans notre faveur. Dans leur force aussi, c'est la puissance médiatique évidemment, c'est la capacité de dire un certain nombre de mensonges sur les effets concrets de leur loi, et aussi parce que cette loi n'entre pas en fonction. Or là, ils vont être dans une situation très particulière, où ils vont devoir mettre les mauvais coups en place, alors que la loi n'est pas encore en application. Donc ils vont être obligés pendant 1 an et demi de se dévoiler. Ça, c'est un élément qui peut être en notre faveur pour revenir et démonter un peu leurs arguments qu'on n'a pas réussi à démonter idéologiquement dans la période. Enfin, bon, je détaille pas tous les éléments qu'on décrit, mais on décortique le rapport de force pour essayer d'avoir ce débat avec les salariés aussi, de dire, voilà, tu as fait 8 jours de grève, c'est magnifique, tu as l'impression d'avoir fait la révolution, nous on t'explique que tu as contribué au rapport de force, mais c'était pas suffisant, et que d'un autre côté il y a les forces en face, que tout ça il faut qu'on analyse, que donc, bon voilà, je ne développe pas, mais vous avez compris le principe. Parce que cette idée d'analyser le rapport de force, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a systématiquement passé. Et y compris dans nos discours, ça a pu amener à développer le fatalisme. Parce que voilà, on n'a pas été assez bon. Mais dire à quelqu'un qui a fait 40 jours de grève, on n'a pas été assez bon, c'est en gros un peu compliqué. Bon. Parce qu'après,
Alors si 40 jours de grève c'est pas assez bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Donc c'est toutes les contradictions un peu qu'on peut détecter qu'il faut qu'on formalise plus et qu'on diffuse plus, de manière à ce que les salariés aient une vision plus détaillée de ce rapport des forces. Sur la question de l'environnement, moi je partage, on a essayé de développer un peu cette idée, aussi pour démasquer la politique du gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, le libre marché, c'est le tout camion. On l'a vu dans le fret ferroviaire, puisque dans le fret ferroviaire, la libéralisation, elle a eu lieu il y a plus de 10 ans. Et qu'aujourd'hui, le fret ferroviaire, il est en état de mort clinique. Et tout est passé sur camion. Et en fait, c'est l'un des sujets sur lequel, dans cette réforme, le gouvernement n'a pas pu s'exprimer. Pourquoi? Parce que leur solution libérale, ils les ont déjà mis en place. Et comme ils n'ont absolument aucune autre capacité que ça, aucune autre idée que ça, le marché est en place dans le transport de marchandises, et donc on ne sait pas faire. Si le marché ne répond pas, c'est que le transport de marchandises, ça sert à rien. Ça, c'est aujourd'hui l'état d'esprit du gouvernement. Nous, on essaye de donner un peu quels sont les enjeux. Dans les chiffres du ministère des Transports, il est envisagé que d'ici 2050, on augmente de 80%, 85%, je crois, le flux des volumes et des personnes transportées. Tout mode de transport. Alors on doit interpeller aussi le processus de production pour dire que c'est peut-être un peu délirant, mais en tout cas, si on part de ces chiffres-là, rien que pour limiter la croissance de la route, il faut multiplier par 5 les volumes transportés actuellement. Donc, quand on est confronté à des conseils régionaux, à des ministères qui nous disent mais on a mis 2 millions là pour créer un train supplémentaire, on a mis... c'est pas ça qu'il faut, c'est multiplier par 5 les volumes, donc des grands plans d'infrastructure, des achats massifs de matériel en lien avec l'industrie ferroviaire, Alstom et j'en passe, c'est ça qu'il faut comme ambition. Et donc évidemment, tant qu'on n'est pas sur cette ambition, on est sur la logique de marché, c'est le tout routier, c'est le tout TGV, c'est la concentration, parce que ce qui vise à terme, c'est qu'en gros le ferroviaire ne fonctionne plus que sur les flux massifs qui existent déjà, où là on peut faire du profit, et puis le reste, les questions d'environnement, d'aménagement du territoire, ça passe au travail. Donc il y a un élément à développer là-dessus pour justement montrer que le marché est incapable de répondre aux besoins, en tout cas sur la grève perlée et sur pourquoi on en est arrivé à cette stratégie. La stratégie et la tactique, ça répond à des buts pratiques. On avait le but pratique le but de ne pas être confronté aux écueils qu'on a vécu dans les 2 dernières grèves productives, à savoir premièrement une grève qui se casse la gueule très très rapidement en termes de pourcentage. Donc on part en grève productive pure, au bout de 2 semaines, il n'y a plus que les militants syndicalistes qui sont en grève. Et arrive le vote à l'Assemblée nationale de la réforme, ça agit comme un tout près, et la grève se termine quelques jours plus tard. Ça, on voulait absolument éviter cet élément-là. Donc qu'est-ce qu'il nous fallait? Il nous fallait une stratégie qui nous permette de dépasser le vote à l'Assemblée en disant aux salariés qu'on doit aller plus loin, parce que le rapport de force, ce n'est pas le lobbying sur les élus, c'est autre chose. Et il nous fallait également une tactique qui nous permette de dire aux salariés, on commence ensemble, on termine ensemble. Cette érosion des forces, on a réussi à la ralentir avec le 2/5, malheureusement on ne l'a pas interrompu. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille en disant de plus en plus aux salariés, notre rapport de force c'est que les chiffres de luxe ne bronchent pas. Parce que c'est dans ces conditions-là que les patrons n'ont plus le choix et qu'ils sont obligés de reculer. S'ils ont le choix d'attendre, ils attendent, ils payent, mais ils attendent, et à la fin ça se termine. Ce 2/5, il n'avait pas que pour but ça. On analysait aussi qu'en termes interprofessionnels, au début du conflit, nous on était obligés de partir puisque la réforme était lancée. Au début du conflit, on voyait bien qu'au niveau interprofessionnel, la mobilisation n'était pas massive. Le fait d'avoir une perspective de 3 mois de lutte nous permettait d'espérer qu'on puisse, au cours de route, accrocher du monde. Et puis également, on avait analysé quand même que dans la production ferroviaire, 2 jours de grève sur 5, ça fait un sacré bazar. Et que donc on a désorganisé beaucoup plus la production que vraiment les 2 jours de grève sur ça. Donc voilà, c'était une réflexion de ce ensemble. Ensuite, la stratégie d'unité, je termine. Sur la stratégie d'unité, nous n'avons pas eu de stratégie d'unité. La première interfédérale que nous avons faite sur l'organisation de la manif de février, moi j'ai dit aux autres organisations syndicales qu'on les voulait pas, parce qu'ils servaient à rien. Non mais je peux le dire ici tranquillement parce qu'on est entre nous, mais tout simplement parce que les cheminots, on les avait déjà acquis.
notre démarche. Donc nous n'avons pas recherché l'unité syndicale, nous avons recherché la mobilisation des cheminots. Et c'est parce qu'on a obtenu la mobilisation des cheminots qu'ensuite les autres sont venus et n'ont pas pu sortir de la grève pendant 3 mois. Parce que je vous assure que la CFDT et l'UNSA, leur culture, c'est pas vraiment de se taper le combat de ils ont été coincés d'une certaine manière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, s'ils se permettent de ne plus être dans les démarches de grève qu'on lance, c'est parce qu'on a reperdu la mobilisation des salariés. Donc il faut d'abord travailler la mobilisation des salariés pour aboutir à l'unification de la mobilisation. La position de Sud, ça n'a jamais été la grève reconductible. Sudrail a mis en place nulle part la grève reconductible. Moi je vous dis comme je le pense, là je suis très partisan sur l'affaire. Sudrail a eu une stratégie opportuniste de règlement de compte par assemblée générale interposée entre Tendance et l'UNPA, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je ne pense pas que ça donne des perspectives énormes. La seule perspective, c'est d'avoir une organisation et une capacité nationale à mener une grève dure. Et ça, aujourd'hui, tout le monde a bien compris, il n'y a que la CGT qui peut l'organiser.